Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 14 septembre 2014. Il est minuit 30 à New Delhi, 22h à Kampala, en Ouganda, et 20h à Libreville, la capitale gabonaise, d'où vous est présenté la 6e édition du journal télévisé du soir sur votre nouvelle chaîne généraliste panafricaine, Canal 7. Au sommaire de cette édition, 6e du nom, 3 titres principaux, RDC, le gouvernement en guerre contre Ebola dans la province de l'Équateur. Égypte, le Caire rejoint la coalition contre l'État islamique. Afrique du Sud, l'éditorialiste Nadina Kazaï, réanimé chez lui 50 ans après sa mort à New York. À présent, le développement des titres de cette édition. Afrique centrale, la République démocratique du Congo, le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires s'emploient à lutter contre le virus Ebola dans l'ouest du pays et notamment à Djira, dans la province de l'Équateur. 1000 kits composés de savon et de purifiants ont été distribués aux familles mises en quarantaine dans les secteurs touchés. Compte rendu d'Elsa Indombe, notre consoeur d'Afrique Actualité depuis Kinshasa. Pas une maison sans désinfectant, c'est par ces mots que le ministre de la Santé publique de la RDC, Félix Kabange-Numbi, a sensibilisé la population de Djira dans la province de l'Équateur où sévit actuellement l'épidémie à virus Ebola dont le bilan ne cesse de prendre de l'envol. Déjà mardi dernier, le décompte faisait état de 62 cas enregistrés, dont 35 décès. C'est la raison même de la décision du ministre de la Santé publique congolaise, soutenu par les partenaires au développement, à instaurer un suivi direct de l'évolution de la situation avec les équipes qui sont à pied d'œuvre sur place à Lokolia, à Bowende et à Mbandaka à l'ouest du pays. Une commission logistique a été mise en place à Lokolia pour distribuer 1000 kits aux familles en quarantaine. Ils sont essentiellement composés de savon, des purifiants et une tonne de sel, dont de l'UNICEF et du Programme alimentaire mondial. Nous avons procédé à l'appropriation de la lutte dans chaque village. Le chef de groupement, le chef de village, le chef de localité, les chefs de terre, les grandes notabilités du village vont faire des petits comités pour faire le suivi. D'abord, la recherche active des cas. Deuxièmement, le suivi des contacts. Et ils vont aider également dans les enterrements sécurisés. À partir d'aujourd'hui, plus d'enterrements par la communauté. Tout enterrement dû à Ebola ou à autre chose, ce sont les équipes de la commission assainissement, eau et enterrement sécurisé qui vont le faire. Le ministre de la Santé martèle qu'aucun cas n'est détecté à Bowende. Parmi les cas enregistrés, il classe ceux venus du secteur de Djira. Dans l'ensemble, 66 cas, dont 24 confirmés au laboratoire, 16 suspects et 26 cas probables qui fait dire au gouvernement congolais avec assurance que la situation est sous contrôle. Au total, 37 décès, 394 cas de contact ont suivi et 38 sous examen au labo. C'est le vrai bilan actuel de la fièvre Ebola en RDC. Au Cameroun, Yaoundé abrite désormais le Centre interrégional de coordination CIC de lutte contre l'insécurité maritime. Un immeuble conçu a été inauguré le 11 septembre au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part de nombreuses délégations étrangères et africaines. Avec l'installation de ces structures, la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée franchit une nouvelle étape. Notre correspondante Mélanie Beteba pour le reportage. Voici l'immeuble flambant neuf qui va désormais abriter le Centre interrégional de coordination de lutte contre la piraterie maritime. Un bâtiment de 3 niveaux entièrement équipé qui n'attend plus que ses occupants. Cet édifice va accueillir la direction exécutive avec toutes ses divisions et services. Pour le lancement, c'est au colonel Abdourahmane Dieng de nationalité sénégalaise que revient la charge d'assurer l'intérim à la tête de la direction exécutive. Les objectifs ont été définis, il s'agit maintenant de se mettre au travail. Nous avons 6 mois pour définir l'ensemble des missions du CIC, définir les fiches de tâches, déterminer les termes de référence, ensuite recruter du personnel. Au plus tard en février, le CIC justement aura donc atteint son niveau de croisière. Cette structure est l'émanation du sommet tenu en juin 2013 par les chefs d'État africains à Yaoundé, la capitale camerounaise, sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Il s'agit d'une entité qui ambitionne d'asseoir une synergie d'action autour de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la Commission du Golfe de Guinée et les partenaires au développement. Nous sommes ici
pour harmoniser le soutien que nous voulons apporter au CIC et pour voir quelles contributions nous pourrons apporter aux travaux du CIC. Nous exprimons notre gratitude au chef de l'État camerounais et au peuple camerounais pour l'accompagnement qu'ils ont apporté aux 3 organisations régionales et qui a abouti à l'inauguration de ces sièges du CIC. Pour nous, c'est un aboutissement des efforts conjugués avec l'appui du Secrétariat général des Nations Unies et l'ensemble de nos partenaires. C'est donc désormais d'une seule voix que les pays qui ont en partage le Golfe de Guinée vont parler sûreté et sécurité maritime. Je voudrais rappeler que c'est le CIC qui est précisément chargé d'opérationnaliser cette stratégie sur le terrain. Il faut dire que le Golfe de Guinée, qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, abrite d'importantes réserves pétrolières et halieutiques qui suscitent la convoitise des pirates. En 2011, par exemple, il a été enregistré 60 attaques de pirates dans les eaux du Golfe de Guinée. Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, le CAP UDD, parti de l'opposition proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, a organisé une passation de charge à la tête de cette formation politique ce samedi 13 septembre 2014 à Abidjan, en présence de certaines formations politiques, membres de la Ligue des mouvements pour le progrès. Le président sortant, Gervais Coulibaly, a intégré la commission électorale indépendante chargée d'organiser la prochaine élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Mathias Zakam pour le compte rendu. La plateforme des partis de l'opposition réunis au sein de la Ligue des mouvements pour le progrès s'est réunie ce samedi 13 septembre à la Bibliothèque nationale à Abidjan Plateau à l'invitation du CAP UDD pour porter Mme Laurette Bouquet à la tête du parti en remplacement de Gervais Coulibaly, nommé récemment comme deuxième vice-président de la commission électorale indépendante, organe chargé d'organiser les prochaines élections en Côte d'Ivoire. De manière symbolique mais puissante, je voudrais te remettre le symbole du parti. Il s'agit de la carte de la Côte d'Ivoire, avec à l'intérieur de cette carte notre symbole qui est le palmier, prospère avec le parti partout. Je sais pouvoir compter sur toi et je reviendrai bientôt. Après le discours introductif du président qui a donné les raisons profondes de la création de son parti et la passation des charges entre la nouvelle direction, Laurette Bouquet, dans ses habits de nouvelle présidente, a placé des mots pour justifier la confiance placée en elle devant les élus, cadres et militants de son parti venus en grand nombre. Je m'engage donc, Monsieur le Président, ici, de tout mettre en œuvre pour que le parti ait une chapelle, même dans les campements. Et pendant ce temps, Monsieur le Président, démontrer à la communauté nationale et internationale qu'en Côte d'Ivoire, les élections peuvent être organisées et que les résultats peuvent être proclamés sans qu'il y ait de crise post-électorale. Il faut noter que le CAP UDD est né, comme les autres partis politiques, de la Ligue des mouvements pour le progrès, en exil au Ghana, dans l'objectif de participer aux Jeux politiques en Côte d'Ivoire. Nous restons en Côte d'Ivoire pour vous parler de nouvelles technologies avec la présentation de la première tablette nommée Kelazi. Elle a été conçue localement et présentée au public jeudi dernier à Abidjan. Le compte rendu de Roland Diaco. La Côte d'Ivoire entre dans le cercle très restreint des pays africains ayant conçu une tablette numérique. Elle a été présentée jeudi à Abidjan à un public qui a massivement répondu présent. Kelazi, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, est une tablette éducative. Acclamée par l'assistance, Thierry Ndoufou, concepteur du projet, a présenté son œuvre qui démontre la créativité, une fois de plus, de la jeunesse africaine. L'éducation, un des piliers essentiels dans la construction d'une nation, est restée à marge de cette révolution numérique, d'où la motivation du concepteur. Kelazi veut contribuer à l'émergence du secteur éducatif qui passe aussi par le numérique. Nous voulons participer à, l'émergence de citoyens mieux formés. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, nous aimons les technologies, nous avons un savoir-faire dans les technologies que nous voulons mettre au service de tout le monde. Et nous pourrons rendre service vraiment aux différentes nations si on peut s'attaquer directement à la base, à savoir l'éducation. Je pense que c'est extraordinaire.
voir des jeunes Ivoiriens se manifester de la sorte par la création, par l'invention de cette tablette, c'est à saluer. Et c'est salutaire aussi pour l'éducation, surtout pour nous les jeunes qui sommes à la croisée des chemins dans la recherche de nos repères. Donc nous pensons que c'est un bel outil qui pourrait éventuellement contribuer à notre formation et nous aider également à réfléchir et pourquoi pas nous aussi inventer d'autres choses. La tablette Made in Côte d'Ivoire démontre bien de l'ambition des Africains à participer à l'évolution technologique qui s'impose au monde. Les amateurs de tablettes attendent maintenant la commercialisation de Kelasi. Afrique australe, l'Afrique du Sud a rendu un dernier hommage à Nat Nakaza, jeune intellectuel noir, journaliste et éditorialiste mort à New York en 1965. Banni par le régime de l'apartheid, sa famille n'avait pas été autorisée à rapatrier son corps. Il vient d'être réinhumé à Durban, en Afrique du Sud, sur la terre natale, en présence de ses anciens confrères et de sa famille. Aziz Maïga pour le résumé des fêtes. L'Afrique du Sud a rendu hommage à Nat Nakaza près de 50 ans après sa mort et le refus du régime de l'apartheid de rapatrier son corps. À l'hôtel de ville de Durban où le cercueil enveloppé du drapeau sud-africain transportant les derniers ossements du célèbre éditorialiste a été amené, ses anciens confrères, sa famille et ses amis étaient présents. Considéré comme un héros de la jeunesse et de l'intelligence noire, victime d'une période de l'histoire nationale brutale et déshumanisante, Nat Nakaza avait été inhumé à New York. Le retour de ses restes est une victoire pour ses siens et ses obsèques constituent une forme de restauration de cette icône disparue. Pour le porte-parole de la famille, c'est l'aboutissement d'un rêve. Nous avons le sentiment d'avoir fini, d'avoir atteint ce but dont nous rêvions. On nous a donné une place très élevée dans l'histoire du pays. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour tous les Sud-Africains. Après une cérémonie largement retransmise à la radio-télévision publique et rappelant à certains égards les funérailles de Nelson Mandela en décembre dernier, Nat Nakaza a ensuite été conduit vers sa dernière demeure, le Carré des Héros de Chesterville, un township aux portes de Durban. Toujours en Afrique du Sud, un rhinocéros a été retrouvé mort, décorné par les braconniers au cœur du parc national Kruger dans ce pays. Sur les 6 premiers mois de l'année 2014, 370 rhinocéros y ont été tués, essentiellement par des braconniers venant du Mozambique frontalier. Reporter de Roland Diakou. Vendredi, un rhinocéros a été retrouvé mort, décorné par des braconniers au cœur du parc national Kruger en Afrique du Sud. Une équipe de la police scientifique et de gardes forestiers du parc était sur le site, examinant la carcasse du rhinocéros mort en utilisant un détecteur de métaux pour repérer les balles dans la carcasse de l'animal. Sur les 6 premiers mois de l'année 2014, 370 rhinos y ont été tués pour 558 rhinos dans l'ensemble de l'Afrique du Sud, essentiellement par des braconniers venant du Mozambique frontalier. Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud avait déployé des moyens militaires dans le parc pour tenter de dissuader les braconniers. Mais l'ampleur du massacre a poussé le gouvernement à envisager d'autres moyens. Le pays a annoncé mardi dernier son intention d'évacuer plusieurs centaines de rhinocéros du célèbre parc pour tenter de les soustraire au braconnage qui décime l'espèce depuis plusieurs années. Le braconnage s'est généralisé à la fin des années 2000, où la demande pour la corne de rhinocéros a brutalement explosé, essentiellement au Vietnam et en Chine. La poudre de corne se vend aujourd'hui à prix d'or sur le marché noir de la médecine asiatique, où on lui prête différentes vertus jamais démontrées par la science. Le parc national Kruger est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud, avec une superficie comparable à celle d'Israël. Lors du dernier recensement réalisé en 2013, la population des rhinos était estimée entre 8400 et 9600 individus. Maghreb, en Égypte, dans l'optique de bâtir une grande coalition afin de lutter contre l'État islamique en Irak et en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry a été reçu vendredi au Caire par les autorités égyptiennes. Le chef de la diplomatie américaine a fait le déplacement pour solliciter la contribution de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme. Huel Abaga pour plus de détails. L'Égypte a rejoint la coalition anti-djihadiste samedi. L'accord a été trouvé au cours de la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Caire. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré à l'issue des entretiens qui lui ont été accordés par Abdel Fattah al-Sisi et Sameh Choukri que l'Égypte est en première ligne de la lutte antiterroriste. L'Égypte, capitale intellectuelle du monde musulman, possède aussi la plus grande armée du monde arabe.
Elle va contribuer par sa logistique à venir à bout du mouvement islamiste qui sévit en Irak et en Syrie. Nos conversations se sont aussi concentrées largement sur notre combat commun contre le terrorisme et l'extrémisme. L'Égypte est en première ligne face aux menaces extrémistes, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les groupes extrémistes dans le Sinaï. Toutefois, l'aide concédée par l'État africain est à minima. À l'image de la Turquie, l'Égypte s'est engagée dans la lutte contre le terrorisme, mais a indiqué qu'elle n'apportera pas de soutien militaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a indiqué que son pays n'interviendra militairement qu'en cas de menace directe à sa sécurité nationale. Le Caire impose de manière implicite une amélioration des relations bilatérales avec Washington pour s'impliquer totalement dans la lutte contre l'État islamique. En effet, les États-Unis ont gelé l'aide militaire à l'Égypte, toujours en lutte contre les djihadistes qui se sont établis dans la région du Sinaï. Grande-Bretagne, et justement en rapport avec cette actualité, encore un nouvel otage assassiné par l'État islamique. David Haine, humanitaire britannique de 44 ans, a été décapité très tôt ce dimanche. Le Premier ministre britannique David Cameron a affirmé sa détermination à prendre toutes les nouvelles mesures nécessaires contre les djihadistes. Je vous propose un extrait de son discours de ce matin. David a été assassiné de la façon la plus brutale et insensible qu'on puisse imaginer par une organisation qui est l'incarnation du mal. Nous traquerons les responsables et les traînerons en justice, quel que soit le temps nécessaire. David Haines était un héros britannique. Le fait qu'un travailleur humanitaire ait été enlevé, maintenu captif et brutalement assassiné par l'État islamique résume bien ce que cette organisation commet. Il tue et massacre des milliers de personnes, chrétiens, musulmans, minorités, à travers l'Irak et la Syrie. Ils se vantent de leur brutalité. Ils disent faire cela au nom de l'islam. Ça n'a pas de sens. L'islam est une religion de paix. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des monstres. Il n'est pas question de déployer des forces britanniques au sol. Il faut travailler ensemble à éteindre cette menace terroriste. Et à mesure que ces stratégies s'intensifient, nous sommes prêts à prendre toutes nouvelles mesures nécessaires pour gérer cette menace et garder notre pays en sécurité. Culture en France, la 16e Technoparade de Paris s'est déroulée avec faste dans les rues de la capitale française. Pour cette édition, l'Afrique et le Vietnam étaient à l'honneur et l'on note un plus grand nombre de participants que lors des éditions précédentes. Dina Koussou est au commentaire. Environ 350 000 personnes, c'est le nombre de participants qui a pris part à la Technoparade de Paris, organisée ce samedi avec pour invités spéciaux le Vietnam et l'Afrique. C'est donc, selon les organisateurs, l'une des meilleures fréquentations à cet événement. Pour donner le coup d'envoi de la marche en début d'après-midi, on a eu droit à une version révisitée de la Marseillaise. La première participation de l'Afrique, quant à elle, a été très appréciée avec le Kuduro, ce mélange de musique traditionnelle africaine et de techno qui a été présenté sur l'un des 10 chars aux milliers de jeunes participants. C'est la première fois que l'Afrique est participée à le grand festival Technoparade. Franchement, on est super content parce que le public nous reçoit comme il faut. Il y a l'ambiance. Coup de chef, coup de maître. C'est ce que l'on retient de cette première participation de l'Afrique à ce festival culturel en France. Si la culture est notre identité, les Africains ont le devoir d'en être fiers et la valoriser partout dans le monde. Cette 16e édition de la Technoparade de Paris a donc servi de cadre pour davantage promouvoir la culture africaine. Sport basket. L'équipe de France de basketball a décroché la première médaille de bronze de son histoire en Coupe du monde de basket samedi à Madrid en Espagne. Les Français ont battu la Lituanie 95-93 à match comptant pour la 3e place du mondial 2014. Wilfried Tounangoy de Bambera s'en fait l'écho. Les Bleus montent sur le podium.
En battant la Lituanie 95-93 hier samedi, à l'occasion de la petite finale de la Coupe du monde de basket en Espagne, les basketteurs français ont décroché la médaille de bronze. Une troisième place qui arrive à point nommé après leur défaite samedi dernier en demi-finale face à la Serbie. Un an après avoir eu l'or à l'Euro, les Bleus continuent donc d'écrire les plus belles pages du basketball hexagonal. Quand même montrer qu'on a des bons joueurs de basket, des joueurs qui en voulaient, des joueurs qui étaient là, voulaient jouer en équipe de France. Conscient du caractère historique de la chose. Après, on est forcément un petit peu déçu toujours d'avoir perdu la demi-finale sur le dernier match, mais content d'avoir pu montrer qu'on pouvait aussi revenir de ça, se reconcentrer pour réussir à amener cette médaille. C'est aussi une vraie fierté que les joueurs se soient mobilisés autant, même lorsqu'on a eu 8 points de retard. On n'a pas baissé les bras, on s'est accroché, on avait vraiment beaucoup de détermination. En quart de finale, l'équipe de France a battu l'Espagne, deuxième meilleure nation au monde, et s'est aussi positionnée comme favori d'un championnat d'Europe 2015 qui aura lieu chez elle. Mesdames et messieurs, cette édition est à présent terminée. Nous vous en rappelons les principaux titres. RDC, le gouvernement en guerre contre Ebola dans la province de l'Équateur. Égypte, le Caire rejoint la coalition contre l'État islamique. Afrique du Sud, l'éditorialiste Nat Nakaza est inhumé chez lui 50 ans après sa mort à New York. Mesdames et messieurs, au nom de toute la rédaction et de toute l'équipe technique, je vous remercie d'être aussi nombreux à suivre notre journal du soir. Tout en vous souhaitant de passer une agréable soirée, nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir et à très bientôt.